En Johnny Carson nomme les 7 acteurs que les femmes détestent. La plupart des Johnny Carson est né John William Carson le 23 octobre 1925 à Corning, Iowa. Élevé pendant la Grande Dépression, Carson a appris les valeurs du travail acharné et de la persévérance. Très tôt, il a développé une fascination pour la magie étant enfant, divertissant ses amis et ses voisins avec des tours de cartes et des illusions de passe-passe bien avant de penser à se tenir derrière un bureau de fin de soirée. Cet amour précoce pour la performance servira de base à sa carrière, nourrissant en lui à la fois la confiance et un talent naturel pour le spectacle. Après le lycée, Carson s'est enrôlé dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a servi à bord de l'USS Pennsylvania en tant qu'énène. Bien que son service militaire ait été sérieux et exigeant, il a tout de même trouvé des occasions de divertir ses camarades marins, perfectionnant ainsi ses compétences d'artiste. Après la guerre, il a fréquenté l'université du Nebraska, se spécialisant en radio et en expression orale, où il a perfectionné ses compétences de communicateur. C'est à cette époque que le talent naturel de Carson pour la comédie et le timing a commencé à se cristalliser en quelque chose de bien plus qu'un simple passe-temps. C'est devenu sa vocation. La carrière professionnelle de Carson a pris forme dans les années 1950 lorsqu'il a travaillé comme scénariste et animateur de télévision à Los Angeles. Sa grande chance est survenue lorsque Red Skelton a reconnu son potentiel et lui a donné l'occasion de le remplacer dans son émission. L'esprit vif et la personnalité abordable de Carson ont rapidement fait de lui une étoile montante. En 1962, il a été choisi pour succéder à Jack Paar en tant qu'animateur de The Tonight Show. Ce que beaucoup pensaient être une tâche impossible, se mettre à la place d'un animateur déjà aimé, Carson a transformé en l'une des plus grandes réussites de l'histoire de la radiodiffusion. Pendant 3 décennies, de 1962 jusqu'à sa retraite en 1992, Johnny Carson a régné en maître sur la télévision de fin de soirée. Chaque soir, des millions d'Américains se branchaient pour voir Carson livrer ses monologues de marque remplis de blagues d'actualité sur la politique, la culture des célébrités et la vie quotidienne. Son humour était vif, mais jamais cruel, spirituel, mais toujours assez chaleureux pour que les téléspectateurs aient l'impression de partager un rire privé avec un ami proche. Au-delà de ses monologues, Carson était un maître de l'improvisation, capable de créer une comédie inoubliable à partir des plus petites erreurs, des silences gênants ou des moments inattendus. Des sketchs tels que Carnac de Magnificent et Art Fern sont devenus des éléments légendaires de son répertoire, mettant en valeur sa capacité à intégrer la comédie de personnages dans le format de fin de soirée. Mais l'une des plus grandes contributions de Carson a peut-être été son rôle de tremplin pour d'innombrables artistes. Son divan d'invités est devenu le terrain d'essai pour les humoristes, les acteurs et les musiciens en devenir. Pour les jeunes humoristes comme David Letterman, Jerry Seinfeld et Ellen DeGeneres, une invitation à s'asseoir sur le divan de Johnny après un set était considérée comme le sceau d'approbation ultime, un endossement qui change la donne et qui pourrait les catapulter vers la célébrité. Carson était à la fois mentor et gardien, utilisant sa plateforme pour façonner l'avenir de la comédie et du divertissement américain, de manière profonde. Carson a pris sa retraite du Tonight Show en mai 1992, quittant la scène avec grâce et dignité. Sa diffusion d'adieu a attiré une audience de plus de 50 millions de téléspectateurs, témoignant de l'impact profond qu'il a eu sur la culture américaine. Quand il est parti, il l'a fait tranquillement, faisant rarement des apparitions publiques par la suite et laissant au public un sentiment de nostalgie pour une époque où la comédie de fin de soirée était intime, personnelle et vraiment spéciale. Son départ a marqué la fin d'une époque, et bien que de nombreux animateurs aient suivi, aucun n'a été en mesure de reproduire le mélange unique de charisme, de timing et d'attrait universel que Carson a apporté à la télévision. La vie personnelle de Johnny Carson a été marquée par une série de mariages qui reflétaient à la fois sa recherche de compagnie et les défis liés à la conciliation de sa carrière d'artiste légendaire de fin de soirée avec une vie familiale stable.
Son premier mariage a eu lieu avec Jody Merrill Walcott, qu'il a épousée en 1949, bien avant son ascension vers la gloire nationale. À cette époque, Carson était encore en train de trouver ses marques en tant que jeune artiste, travaillant à la radio et à la télévision locale, tout en nourrissant l'ambition de devenir un humoriste de renommée nationale. Jaude, sa petite amie de l'université, lui a offert le genre de stabilité précoce que les jeunes hommes recherchent souvent lorsqu'ils se lancent dans la vie adulte. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Christopher, Corey et Richard, qui sont devenus des figures centrales de l'histoire personnelle de Carson. Même si son emploi du temps professionnel exigeant l'éloignait souvent de la maison, malgré les liens qu'ils partageaient au début, les pressions de la carrière grandissante de Carson, combinées à des différences personnelles, ont entraîné des frictions dans le mariage. Après près de 14 ans de vie commune, leur relation s'est terminée par un divorce en 1963, marquant la fin d'un chapitre déterminant de la vie de Carson. La même année, Carson s'est marié pour la 2e fois. Cette fois avec Joan Copeland, une ancienne mannequin qui a été immédiatement plongée dans le monde glamour, mais souvent stressant d'être la conjointe de l'une des stars de la télévision qui montait le plus vite. En 1963, Carson avait déjà repris le Tonight Show de Jack Paar, et sa renommée montait en flèche. Le rôle de Joan en tant que son épouse signifiait qu'elle était à ses côtés pendant les années où Carson est devenu un nom familier, et le couple était fréquemment photographié lors d'événements hollywoodiens, ce qui ajoutait à leur image publique de couple sophistiqué. Cependant, les tendances de bourreau de travail de Carson, ses luttes bien documentées contre la fidélité et les pressions intenses de la vie de célébrité ont exercé de fortes pressions sur leur mariage. Après 9 ans, ils ont divorcé en 1972, une rupture qui a été largement rapportée dans la presse et qui s'est accompagnée de règlements financiers qui ont souligné les enjeux élevés de sa carrière de plus en plus précieuse. Le 3e mariage de Carson a eu lieu avec Joanna Holland, une ancienne mannequin et mondaine qu'il a épousée en 1972, le jour même où il a demandé le divorce de Joan Copeland. Une décision qui a mis en évidence la tendance de Carson à passer rapidement d'une relation à l'autre. Holland a apporté une élégance raffinée aux côtés de Carson et pendant un certain temps, les deux ont semblé bien assortis, d'autant plus que Carson était alors au sommet de son règne au Tonight Show. Leur mariage a duré plus d'une décennie, période pendant laquelle Carson a non seulement consolidé sa réputation de roi incontesté de la fin de soirée, mais a également accumulé une grande richesse faisant de lui l'une des personnalités les mieux payées de la télévision. Malheureusement, comme ses précédentes unions, ce mariage a également été en proie à des difficultés, notamment des désaccords sur le mode de vie, la vie privée et les contraintes de la renommée de Carson. Lorsqu'ils ont divorcé en 1985, il est devenu l'un des divorces de célébrités les plus coûteux de son époque, Holland recevant un règlement qui aurait atteint des dizaines de millions de dollars. Cette période a laissé Carson quelque peu désillusionné par le mariage, et il a plus tard fait de nombreuses blagues pendant ses monologues sur le coût élevé du divorce, transformant sa douleur personnelle en un thème comique récurrent. Après 2 ans de célibat, Carson a retenté sa chance au mariage, épousant Alexis Moss en 1987. Contrairement à ses précédentes épouses, Alexis n'était pas issue de l'industrie du divertissement, mais une femme qui préférait vivre une vie plus tranquille, loin des projecteurs. Cette différence a semblé fournir à Carson la stabilité et la compagnie qu'il avait longtemps recherchée, mais qu'il avait du mal à maintenir dans ses relations précédentes. Le couple partageait une passion pour les voyages, et Carson, ayant déjà réduit certains aspects de ses engagements professionnels, a commencé à profiter d'un mode de vie plus détendu avec Alexis. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Carson en 2005, ce qui en fait la plus longue et la plus durable de toutes ces unions, et de nombreux amis et collègues de Carson ont fait remarquer qu'Alexis semblait lui apporter une paix et un confort véritable dans ces dernières années. À travers tous ces mariages, Carson est resté un père pour ses 3 fils issus de son premier mariage avec Jody Merrill Walcott. Ses enfants, Christopher, Corey et Richard Carson, ont connu à la fois les avantages et les défis d'être la progéniture d'un artiste de renommée mondiale.
Bien que Carson ait souvent été décrit comme un homme discret qui préférait garder sa vie de famille hors de la vue du public, son rôle de père était une partie importante, bien que parfois compliquée, de son histoire de vie. Il a enduré un chagrin d'amour lorsque son fils cadet Richard est décédé tragiquement dans un accident de voiture en 1995 à l'âge de 39 ans. Un événement qui a dévasté Carson et a révélé la profondeur de son amour pour ses enfants. Même si ses obligations professionnelles l'avaient parfois tenu à distance pendant leur éducation, Johnny Carson avait le don de transformer les observations quotidiennes en or comique. Un soir, avec sa manière sournoise et perspicace habituelle, il a décidé de passer en revue ce qu'il appelait en plaisantant la liste des acteurs que les femmes aiment détester. Carson n'était pas cruel. Il ne visait jamais la jugulaire, mais il était un maître de cette fine ligne entre la vérité et l'exagération. Chaque nom qu'il mentionnait comportait un clin d'œil, un coup de coude et ce sourire en coin qui laissait entendre au public qu'il plaisantait, la plupart du temps. Le premier nom qu'il a lancé était Bert Reynolds. Carson s'est adossé à sa chaise, a tiré sur sa cravate et, avec ce demi-sourire, a déclaré « Vous savez, Bert Reynolds est le seul homme qui peut enlever sa chemise et faire en sorte que les femmes perdent instantanément tout intérêt. Il y a juste quelque chose dans cette moustache. On dirait qu'elle va ramper hors de son visage et trouver une meilleure carrière. » Le public a rugi. Bert avait cette allure macho et Carson se moquait de l'idée que ce que certaines femmes qui a été considérées comme irrésistibles, d'autres trouvaient pas carrément irritant. Puis vint Robert Redford, ce qui était presque un sacrilège à Hollywood. Carson haussa les sourcils et haussa les épaules. Maintenant, ne vous méprenez pas, l'homme est beau. Il est si beau que même les miroirs rougissent quand il passe. Mais mesdames, j'ai entendu certaines d'entre vous dire qu'après 5 minutes avec Redford, vous priez pour des sous-titres. Il ressemble à un rêve, mais quand il commence à parler de l'environnement, vous regardez soudain votre montre. C'était la façon dont Carson plaisantait sur le fait que le sérieux de Redford surpassait parfois son charme. Il ne pouvait pas laisser de côté Marlon Brando, une figure à la fois admirée et crainte. Avec son timing habituel, Johnny a dit « Marlon Brando est l'un des plus grands acteurs qui ait jamais vécu. Mais soyons honnêtes, l'homme a l'habitude de marmonner comme s'il avait la bouche pleine de linguini. Les femmes me disent qu'elles détestent être assises à table avec lui parce qu'elles ne peuvent qu'un pas dire s'il murmure des mots ch'tou ou s'il commande des lasagnes. » Ce genre de réplique était du pur Carson, taquinant la légende tout en l'humanisant. Jack Nicholson était le suivant, et la foule s'est animée instantanément. Carson plissa les yeux et pencha la tête, donnant sa meilleure imitation de Nicholson. Voici un type qui sourit comme s'il connaissait votre secret le plus sombre, puis vous fait payer pour le lui raconter. Les femmes disent qu'elles détestent Jack parce qu'il ne se contente jamais de parler. Il rôde. Vous pourriez être à un dîner tranquille et soudain, vous avez l'impression d'être dans une scène de The Shining. Le public a hurlé, imaginant Nicholson haussant un sourcil de cette manière diabolique. Lorsque Sylvester Stallone a fait son entrée dans la liste, Carson a haussé les épaules d'un air enjoué. Je n'ai rien contre Stallone. Rocky Balboa, grand personnage, mais les femmes me disent qu'il est difficile de passer une soirée romantique quand le type a l'impression de se gargariser avec du gravier. Elles ne le détestent pas, ne le détestent pas en tant que personne, elles s'aimeraient juste qu'il soit sous-titré, lui aussi. Entre Stallone et Brando, le sous-titrage codé a été inventé juste pour aider les femmes lors de leur rendez-vous. Cette chute a été livrée avec le parfait sens de l'humour pince sans rire de Carson. Il a ensuite évoqué Clint Eastwood et la foule a gémi d'incrédulité. Mais Johnny avait une façon de faire en sorte que même une star bien aimée soit une cible légitime. Maintenant, j'admire Clint Eastwood. Les rôles de cow-boy poilu et sale, c'est l'homme dur par excellence. Mais soyons réalistes, les femmes m'ont dit que passer du temps avec Clint, c'est comme se disputer avec une statue de marbre. Il se contente de vous regarder d'un air louche jusqu'à ce que vous abandonniez. Les femmes détestent ça. Elles ne veulent pas d'un Al Capone. Elles ne veulent pas d'un homme qui leur donne l'impression de négocier avec le mont Rushmore. Cette seule réplique a fait crouler la salle. Enfin, Carson a gardé le meilleur pour la fin, Warren Beatty.
Il s'est penché en avant, baissant la voix comme s'il faisait entrer le public dans un secret. Warren Beatty, mesdames et messieurs, l'homme est sorti avec la moitié d'Hollywood et l'autre moitié fait encore la queue. Vous savez pourquoi les femmes disent qu'elles le détestent? Parce qu'il se souvient de ses répliques dans les films, mais ne se souvient jamais de leur nom au dîner. Ça suffit à chaque fois. À la fin de la liste, Carson ne se contentait pas de nommer des acteurs. Il révélait une vérité comique que chaque idole de cinéma, chaque superstar, aussi adorée soit-elle, avait des bizarreries et des défauts qui pouvaient irriter les gens. Avec une étincelle dans les yeux et un sens de l'humour parfait, il a transformé les hommes de premier plan d'Hollywood en souffre-douleur sans jamais perdre le charme qui a gardé les téléspectateurs rivés au Tonight Show pendant 30 ans. Le 19 mars 1999, Johnny Carson, l'animateur légendaire qui avait passé 3 décennies à façonner la télévision de fin de soirée, a été soudainement confronté à une crise de santé potentiellement mortelle qui allait préfigurer le dernier chapitre de sa vie. Alors qu'il se trouvait dans sa luxueuse maison de Malibu, en Californie, Carson a subi une grave crise cardiaque qui l'a laissé se battre pour sa vie. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence dans un hôpital voisin de Santa Monica où les médecins ont déterminé que ses artères étaient dangereusement bloquées. Dans un effort pour le sauver, les chirurgiens ont pratiqué un quadruple pontage coronarien intense. Une procédure qui a souligné à quel point son corps avait été endommagé après des années d'habitudes personnelles dont il s'était ironiquement moqué devant des millions de téléspectateurs. Les problèmes de santé de Carson étaient tragiquement liés à sa longue et bien connue dépendance à la cigarette. Pendant des décennies, il avait été un grand fumeur, une habitude à laquelle il n'a jamais vraiment réussi à échapper. Au début du Tonight Show, l'Amérique le voyait souvent allumer une cigarette à la caméra sans hésitation, en tirant nonchalamment des bouffées de fumée, tout en prononçant des monologues ou en échangeant des remarques spirituelles avec ses invités. À un moment donné, il a admis qu'il fumait jusqu'à 4 paquets de cigarettes Palmo par jour, une quantité stupéfiante qui laissait entrevoir à la fois les pressions de sa carrière et l'emprise addictive du tabac sur lui. Au milieu des années 1970, cependant, Carson avait pris une conscience sobre de ce que ces cigarettes lui faisaient. Dans des moments de candeur, il baissait les yeux sur le bâtonnet fumant entre ses doigts et murmurait « Ces choses me tuent ». Une remarque qui était à moitié une blague, à moitié une prophétie. Son frère cadet a raconté plus tard leur dernière conversation, décrivant comment Johnny maudissait à plusieurs reprises les cigarettes qui avaient autrefois semblé offrir du réconfort, mais qui avaient plutôt rongé sa santé. « Ces foutues cigarettes !» se lamentait-il sans cesse. Malgré les avertissements de ses médecins et la prise de conscience croissante des dangers du tabagisme dans la culture américaine, les décennies d'exposition de Carson avaient déjà eu des conséquences irréversibles. En septembre 2002, il a révélé publiquement qu'il avait été diagnostiqué avec de l'emphysème, une maladie pulmonaire débilitante causée principalement par le tabagisme à long terme. Toujours l'homme de spectacle, Carson a tenté de minimiser la gravité de son état, insistant sur le fait qu'il n'était pas en phase terminale. Les fans espéraient que sa résilience lui permettrait de s'en sortir, mais la vérité était bien plus sombre. Sa santé a continué de se détériorer au cours des années suivantes, et l'homme qui semblait autrefois intouchable, le roi de la fin de soirée, l'animateur cool et imperturbable, qui avait apporté le rire dans les foyers américains pendant 30 ans, s'éteignait discrètement. Le 23 janvier 2005, l'inévitable s'est produit. Carson, à 69 ans, est décédé au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, la cause officielle étant une insuffisance respiratoire due à l'emphysème. Son décès a marqué non seulement la fin d'une ère dans la télévision américaine, mais a également servi de rappel brutal du pouvoir destructeur de la dépendance à la cigarette. Des millions de personnes ont pleuré la perte d'un homme qui avait autrefois été le compagnon nocturne de la nation, une icône culturelle dont l'esprit et le timing étaient inégalés. Pourtant, au sein des hommages et des souvenirs affectueux, se trouvait également la conscience tragique que sa grandeur avait été écourtée par l'habitude même dont il s'était si souvent moqué. Une ironie tragique que Johnny Carson lui-même
aurait probablement reconnu avec un sourire narquois.